Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Philippe Murer, économiste et auteur, notamment de son dernier livre Sortir du capitalisme du désastre et de son précédent Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, les deux aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Philippe Murer, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci, merci pour l'invitation sur votre nouvelle chaîne souverainiste. J'espère qu'elle marchera bien, on en a besoin. Écoutez, c'est tout le mal que je me donne et merci à vous d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation. On a pas mal de points à voir ensemble aujourd'hui. Il y a une actualité assez riche. Malheureusement, ce n'est pas une actualité qui est en notre faveur, mais il faut quand même en parler. J'aimerais parler avec vous du Forum économique de Davos qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps, où finalement, on peut constater une accélération des mesures ou de leur calendrier. Généralement, ceux qui voulaient mettre en place prenaient des années et on sent chez nos élites une envie d'aller plus vite, parce que je pense aussi qu'ils ressentent une colère chez la population et qu'ils ont intérêt à aller plus vite. Donc du coup, pendant ce forum-là, ils ont parlé de surveillance numérique, notamment la reconnaissance faciale. On a pu voir cette semaine qu'il y a eu un bug dans les aéroports français et qu'on a appris qu'ils étaient en train de mettre en place cette reconnaissance faciale. Le Sénat a d'ailleurs rendu un rapport en ce sens. C'est vrai. Ils ont aussi évoqué le transhumanisme, qui n'est pas nouveau d'ailleurs, mais on note quand même une accélération. Et puis, on a pu encore constater que c'était un mélange de politiques, de chefs d'État, de journalistes, de grands groupes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dernier forum? Alors, si je peux présenter un peu Davos Oui, aux gens, avec tout ce que je vais dire là, c'est sourcé. Hein. Vous pouvez le retrouver, il y a zéro complotisme, vous pouvez le retrouver par des articles de journaux ou des vidéos de façon très simple. Alors, le forum de Davos, en fait, ce sont des milliardaires et des multinationales en fait, qui viennent en jet privé pour expliquer à la population qu'elle doit réduire son empreinte carbone. C'est juste une petite blague, mais pour mettre dans l'ambiance. Donc le Forum économique mondial, puisque le Forum de Davos, maintenant, c'est renommé Forum économique mondial, ce qui dit des choses d'ailleurs sur sa vision du monde, hein, sur sa façon de se percevoir. C'est une organisation, en fait, internationale, qui est pour une coopération publique-privée, qui est constituée avec beaucoup d'adhérents qui sont des multinationales, de très grandes multinationales. Alors, je suis allé fouiller, et voilà ce que j'ai trouvé, parce que ça, je ne le savais pas encore, le conseil d'administration du Forum économique mondial. Il y a des patrons de multinationales, de cabinets de conseil américains, de très grands, le PDG de BlackRock, la plus grande boîte de finance, un fondateur de Carlyle, une des plus grandes boîtes de finance, la présidente du FMI à côté de ça, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le président de la Croix-Rouge, la patronne du CERN, donc là on est dans le domaine scientifique, et le président du MIT. Et il y a même des sportifs, artistes et la reine de Jordanie. Et tout ça avec des ministres et des hommes politiques qui sont au conseil d'administration. Donc on voit vraiment que c'est le mondialisme en action. Et effectivement, alors bien sûr, il y a plein d'organisations internationales. Celle-là, je pense que c'est celle qui a le plus de supranational, c'est celle qui a le plus d'influence, en fait. Ce sont des mécanismes d'influence où tous ces gens-là mondialistes se retrouvent pour définir, en fait, quel doit être l'avenir du monde. Et Schwab l'a dit d'ailleurs, et vous avez raison de dire que ça accélère, puisque là, il revendique que l'avenir, je lis, hein, l'avenir ne se produit pas simplement. L'avenir est construit par nous, par une communauté puissante comme vous ici dans cette salle. Voilà, donc voilà ce que pense Schwab. Et on sait que Schwab, c'est un adepte effectivement du transhumanisme, comme vous disiez, puisqu'il disait dans une émission avec Darius Rochebin que lui, il voyait bien l'avenir comme un homme avec des puces dans le cerveau, qui lui permettrait de téléphoner, d'écouter de la musique, et qu'il y aurait une fusion du monde biologique et numérique. Voilà, il nous a dit ça sur radio-télévision suisse romande, quoi. Voilà. Donc cet homme, il est assez inquiétant, mais tous les gens qui sont au Forum économique mondial ont vraiment une vision de l'homme qui est très inquiétante. Il est ressorti cette semaine qu'une députée socialiste danoise, qui est au conseil d'administration du Forum économique mondial, elle avait expliqué en 2016, en 2030, vous n'aurez plus de vie privée, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Donc, on se demande s'ils se foutent de nous, quoi. Parce que ça, il n'y a rien de mieux pour être malheureux. Effectivement, ils accélèrent et il y a une ministre australienne qui a dit qu'il fallait recalibrer
la liberté d'expression. En fait, elle a expliqué, grosso modo, il fallait réduire la liberté d'expression parce que ces gueux qui parlent sur les réseaux sociaux ou ailleurs, en fait, nous dérangent franchement. Et là-dessus, là, on vient sur l'identifiant numérique et la surveillance numérique, qui est un autre projet du Forum économique mondial, mais aussi de l'Union européenne, qui a ça en gestation pour septembre, avec des essais, et de la France, des États-Unis, de beaucoup de pays dans le monde, de pays occidentaux. Et en fait, je me suis aperçu que le Forum économique mondial avait un projet d'identité numérique, et il travaille avec les multinationales que sont Google, Microsoft, Facebook, Interpol, etc. C'est extraordinaire, et tout ça se passe dans le dos des gens, se passe avec la méthode Monnet, c'est-à-dire la méthode qui est utilisée par l'Union européenne, une méthode furtive, pas à pas, tout doucement. Au départ, c'est optionnel et dans certains endroits, et à la fin, cette identification numérique sera partout et obligatoire. Et évidemment, on comprend que, en fait, c'est une capacité pour les États de surveiller les citoyens et de les déconnecter s'ils ne sont pas contents de ce que pensent ou ce que font ces citoyens. C'est ce qu'on appelle le modèle social chinois, finalement. Cette Chine qu'en Occident, qu'on aime critiquer, parce que ce n'est pas une démocratie, mais pourtant on imite finalement tout leur modèle. Alors certes, en diluant un petit peu ça avec toute une communication qu'on connaît, avec les principes de la démocratie, rassurez-vous. D'ailleurs, l'Union européenne est en train de lancer son identité numérique, son passeport numérique. Donc, pour septembre, finalement, c'est pour septembre, oui. En fait, hein, et tous les pays doivent l'adopter, quoi. Donc en fait, finalement, on se rend compte que tout est lié et que finalement tout se décide là-bas entre tous ces gens qui ne veulent que du bien. C'est clair. Alors, je pense pas que c'est pas une institution avec un organe de décision, mais en fait, ils infusent, ils ont les mêmes idées, la même vision du monde, parce qu'ils sont ensemble tout le temps et qu'ils voyagent ensemble et dans différentes institutions, dont cette organisation. Et finalement, ils convergent là-dessus, très clairement, ils pensent à cela, et cela, ils le font vraiment dans le dos des peuples. Parce que je pense que l'identifiant numérique, il n'y a que les gens bien informés au niveau politique qui savent que ça arrive en Europe, qui savent qu'il y a un euro numérique en perspective qui permettra à la Banque Centrale Européenne et donc aux États de surveiller tous vos achats, qui savent qu'il y a de la reconnaissance faciale qui est en train d'être mise en place, comme vous disiez, dans les aéroports, on l'a aperçu. On s'en est rendu compte dans un article du Figaro, puisque le système est tombé en panne et le Figaro a expliqué qu'il y avait une concordance qui était faite entre votre visage qui apparaît dans l'aéroport et votre passeport pour vérifier que c'était bien vous et que tout allait bien, quoi, que c'était bien vous le détenteur du passeport qui vient. Donc tout ça, c'est pour le bien, hein, c'est pour la sécurité, pour interdire le terrorisme, etc. Sauf que quand vous donnez ça aux États, je veux dire, un État mal intentionné, et on voit très bien qu'ils ne sont pas très bien intentionnés envers nous en ce moment, peut l'utiliser pour vous contrôler, quoi. Puisqu'ils peuvent savoir à tout instant où vous êtes avec votre identité numérique, ils peuvent vous empêcher d'aller sur Internet, ils peuvent vous empêcher, ils peuvent vous repérer dans la rue comme en Chine, ils peuvent vous empêcher d'acheter des choses avec l'euro numérique. Donc, une fois qu'ils auront mis ça en place, si on ne les empêche pas, on ne pourra plus rien faire. Et derrière, ils peuvent connecter ça effectivement avec le crédit social chinois dont vous parlez, qui est le fait qu'il y a cette surveillance, et à partir de cette surveillance numérique, on met des notes, des bons points ou des mauvais points aux citoyens, qui leur permet d'accéder à certains travails ou pas, de voyager ou pas en Chine, tout un tas de choses, et de sanctionner les gens et de faire en sorte qu'ils soient guidés sur un chemin qu'a décidé le gouvernement. C'est extrêmement inquiétant, c'est l'abandon de la liberté qui est le fondement en fait quand même de l'Europe, je pense, quoi. Justement, je pense que la crise sanitaire leur a permis de voir jusqu'où ils pouvaient aller, en tout cas à ce moment-là, parce que finalement, pendant la crise sanitaire, il y a eu une sorte de contrôle avec le pass, donc sans pass, vous ne pouvez pas aller consommer, avoir une vie normale, ce qu'on appelle la vie d'avant. Donc finalement, ils se sont rendus compte que les gens, pour l'instant, sont plutôt malléables et que la majorité réagit plutôt bien, parce que du moment qu'on leur dise et qu'on leur rabâche jour et nuit que c'est pour leur bien, que c'est dans leur intérêt et que ça sera un mieux dans leur vie, finalement, j'ai bien peur que les gens sont prêts à sacrifier leur liberté. En tout cas, c'est ce qu'ils ont montré pour la majorité. Je dis bien pour la majorité. Ils l'ont montré pendant 2 ans. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y avait un truc très particulier, c'est que,
En fait, les gouvernements ont mis les populations sous pression au maximum en les confinant, en les empêchant de sortir, en faisant durer ça pendant des mois et des mois, jusqu'au moment où les gens ont explosé, puis ont tout lâché pour avoir leur QR code et leur passeport numérique, pour rentrer dans les bars, les restaurants, pour pouvoir voyager. Donc, c'était vraiment la prise en otage de la population. Et puis, comme il y avait cette exception de maladie, qu'il y avait la mort derrière, bah, effectivement, les gens se sont fait avoir. Pas sûr que ça passera quand ils diront sur l'identité numérique. Alors, je pense qu'ils vont passer par l'optionnel, et les gens vont, en espérant que les gens ne se rendent pas compte que mettre le doigt dans son engrenage-là, c'est derrière pouvoir le rendre obligatoire et pouvoir en fait vous contrôler complètement. Et sur le Covid, d'ailleurs, Harari, il a dit que c'était lié à tout cela, la surveillance numérique, il a dit. Alors, je le retrouve, je l'ai noté quelque part. Il disait que le Covid, en fait, c'est le moyen pour justement imposer cette surveillance numérique aux populations. Et Harari, Yuval Harari, l'écrivain qui a fait le bouquin Homo sapiens et Sapiens et Homo Deus, l'homme-dieu, est quelqu'un qui est connecté à Macron, à beaucoup d'autres chefs d'État et surtout à Klaus Schwab du Forum économique mondial. Ce sont des gens complètement dingues. Hein. Il faut que faire passer ces idées-là, ces gens sont complètement dingues, puisque quand même, j'expliquais que Schwab voulait greffer des puces dans le cerveau, mais Harari, ça va beaucoup plus loin. Lui, il pense que les hommes n'ont pas d'âme et que les gens ne sont pas libres, que la liberté est une fumisterie. Il pense donc du coup qu'on peut contrôler, surveiller les gens, c'est pas un problème. En fait, il traite les gens absolument comme du bétail, il les pense comme du bétail. Et pour lui, la vision du monde, c'est qu'on va pouvoir modifier génétiquement les hommes pour s'améliorer, bien entendu. On va pouvoir en plus combiner cela avec des puces, avec la machine pour faire des cyborgs. Et voilà. Et donc changer, et même avoir une vie artificielle, complètement artificielle. Donc c'est des gens qui veulent la création d'un ordre nouveau. Et pour moi, je pense que la création de l'homme nouveau, c'est ce qui est à la base du fascisme et du communisme. On se rappelle tous, et c'est extrêmement dangereux. Ça part vraiment dans quelque chose de totalitaire et d'extrêmement noir, quoi. Donc il faut vraiment qu'on s'alerte les uns les autres par rapport à ce danger qui est absolument immense, et des élites qui sont franchement mal intentionnées. Je veux dire, je pense que tout le monde le ressent à peu près. Oui, on le voit bien, dès qu'un ministre ou même le président on dit qu'il se déplace, ça devient de plus en plus compliqué, il se fait insulter, il se fait prendre à partie, même sur les réseaux sociaux. Il suffit de le voir, notamment sur Twitter, dès qu'ils mettent un post, ils se font insulter, réprimander. Oui. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour eux, et je pense que c'est aussi ça qui les force à accélérer le pas. Aussi le fait que ce qu'on appelle les young leaders sont tous en place finalement, oui. Qui sont accompagnés aussi de cabinets qu'on retrouve dans le forum économique, comme le cabinet américain McKinsey ou BlackRock, oui. qui est en tout cas très intéressé par la réforme des retraites en France, oui. Notamment. Donc on voit qu'il y a tout un système qui se met en place et qui accélère, parce qu'il ressent bien que la population a quand même Macron, ou en tout cas pour la France, Macron et son gouvernement, c'est peut-être sûrement le gouvernement le plus haï de la 5e. C'est vrai, et c'est marrant parce que ça me fait penser au livre de Klaus Schwab, La Grande Réinitialisation, The Great Reset, qu'il a sorti en 2020, donc le patron du Forum économique mondial, où il dit clairement: la mondialisation économique est une catastrophe pour les classes moyennes et populaires des pays occidentaux. Donc les gens sont en colère, il reprend exactement ce terme-là, les gens sont en colère, et ensuite il passe à la surveillance numérique, etc. Donc c'est exactement ça, donc l'accélération, parce qu'ils sentent cette colère. Et je pense que vous avez tout à fait raison de dire qu'ils le voient sur les réseaux sociaux. Ils ont énormément de messages de gens qui sont tout à fait énervés, qui voient très bien où ils veulent en venir, qui ne sont pas dupes, et je pense que c'est un signal d'alerte pour eux, assez important. En plus, on a pu voir notamment avec l'accident qui s'est passé lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, que le maire de Nice, Christian Estrosi, a dit pour remédier à tout ça, une reconnaissance faciale serait excellent. Donc on voit qu'il commence, et je pense aussi que ce genre d'accident, moi j'ai du mal à croire qu'ils se sont laissés déborder. C'est comme des événements qu'on maîtrise. Alors, ça me semble quand même bizarre, mais en tout cas, bizarre ou pas, ça les aide énormément, parce qu'ils peuvent dire aux gens, vous voyez, ça se passe extrêmement mal, il y a plein de problèmes. Pour résoudre ça et pour votre sécurité, on va mettre tout ça en place.
Je ne suis pas d'accord sur une chose, c'est sur le. Il faut quand même voir il y a une vraie incompétence de nos élites. Il y a une vraie bêtise et une vraie incompétence. Tiens, je donne un exemple. Tout le monde est en train de dire qu'il faut faire du télétravail dans les élites des grandes sociétés, alors que c'est une catastrophe pour le collectif et pour l'entreprise. Il n'y a qu'un Elon Musk d'ailleurs qui le dénonce en disant maintenant ça suffit, vous devez tous travailler. Vous voyez, ils sont capables de prendre des mesures qui sont complètement absurdes et très négatives pour leur entreprise. Et c'est pareil, moi j'ai fait la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2017, quand j'étais avec elle, et très clairement, moi je voyais des gens très incompétents en face de nous. Je veux dire, dans les partis, les grands partis, En Marche, les Républicains, sur l'écologie et l'économie, je voyais des gens plutôt incompétents. Pour une raison simple, ils n'ont plus besoin de penser, il suffit de suivre. Et il faut suivre les recommandations de l'Union européenne. Donc en fait, le chemin est déjà tracé, il n'y a plus besoin de réfléchir, il suffit de répéter, de recracher, et donc ça les rend incompétents. Effectivement, l'effet, ce qui est magique, c'est qu'en fait, on est dans un effet système auto-entretenu. Ils laissent la délinquance par leur système de pensée et leur système de valeurs. Ils laissent la délinquance se multiplier pour ne pas punir, parce qu'il faut protéger les victimes, les coupables et non les victimes, pour caricaturer vraiment la situation. Et puis derrière, une fois que cette délinquance est là, qu'elle commence à devenir très très difficilement contrôlable, ils vous sortent la surveillance numérique par la reconnaissance faciale. C'est ce que veut Estrosi, mais c'est ce qu'a fait Wauquiez dans sa région aussi, où les trains, je crois, sont déjà surveillés par la reconnaissance faciale, alors que c'est quand même un outil d'une grande intrusion dans la vie privée des gens. Ça veut dire qu'on sait à tout instant où sont les gens et ce qu'ils font. C'est surtout que je pense que dans une démocratie saine, on devrait avoir un véritable débat. Alors que bon, j'imagine bien. Référendum même. Référendum sur un sujet pareil, quoi. Mais comme vous le savez, ça fait 17 ans qu'on n'a pas eu de référendum. Et comme je crois que c'est Macron qui l'avait déclaré à la BBC, c'était peu de temps après le Brexit, quand la journaliste anglaise lui demande est-ce que vous allez faire un référendum aux Français pour leur demander, où il répond cette phrase qui est magique. Non, parce que si je leur demande, je sais qu'ils répondront non, donc je perdrai le référendum. Donc ils savent très très bien qu'ils ont toute une partie de la population contre eux et qu'ils ne survivent qu'avec leur bloc bourgeois et élitiste qui leur permet encore d'être élus. On l'a vu lors de la dernière présidentielle. Donc ça se joue quand même à pas grand-chose. C'est vrai, tout à fait juste. Tout à fait juste. Et en plus, le référendum a un grand désavantage pour eux, c'est de considérer que les citoyens sont des gens intelligents et de faire réfléchir par un débat et donc de mettre la lumière sur des projets. Et à ce moment-là, c'est sûr que s'ils font le référendum sur la surveillance par la reconnaissance faciale ou l'identifiant numérique, ils vont perdre à 80%. Oui. Par contre, s'ils le passent en douce, petit à petit, par morceaux, et bien là, ils peuvent arriver à l'imposer carrément aux citoyens. Du coup, toutes ces mesures-là vont être quand même compliquées. Parce que, comme vous le dites, ils sont finalement pas si intelligents, parce que j'ai du mal des fois ils veulent mettre beaucoup de choses en place, ils y mettent des moyens, mais en même temps, ils détruisent l'économie. En France, il y a une inflation qui est record, on n'a pas vu ça depuis des dizaines d'années. Alors, on nous dit 5 points d'inflation, j'y crois moyennement, je pense qu'on est plus aux alentours des 7-8%. Et jusqu'où on va aller, surtout, d'ici la fin de l'année. Il y a eu un article dans Challenge qui était très intéressant, où il disait que le budget alimentaire des Français pourrait bondir de 224 € d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il a déjà bondi pour la plupart des gens. En tout cas, moi, personnellement, je peux témoigner qu'il a déjà bondi, qu'il n'y a pas besoin d'attendre la fin de l'année, et que c'est catastrophique. Le seul rempart finalement que notre gouvernement trouve, c'est de faire des chèques. Donc il y a le chèque énergie. Donc c'est tout ce chèque-là finalement, ça ne fait qu'accentuer une dette et donc par défaut une inflation. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans tout ça? Dans un sens, tout leur programme qu'ils mettent en place, et dans l'autre, détruire l'économie, détruire les classes populaires et les classes moyennes. Moi, je suis beaucoup l'économie, les marchés financiers aussi. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas vu du tout venir l'inflation. Ils se sont fait vraiment surprendre sur l'inflation aux États-Unis et ils en sont très embêtés parce que ça veut dire un krach des marchés financiers à venir. Parce que quand on a une inflation à 8% aux États-Unis, que les taux sont en train de monter très très fortement et qu'il va falloir les monter plus fort encore, les taux d'intérêt par la Banque centrale américaine, ils sont extrêmement embêtés. Le gouvernement de Biden est extrêmement embêté parce que le prix de l'essence est parti au ciel et le prix des produits alimentaires part au ciel aussi.
ce qui fait que c'est le sujet de préoccupation numéro 1 aux États-Unis, et ils risquent de perdre les élections de mi-mandat qui auront lieu en septembre-octobre. Vous voyez, donc, ils font vraiment pas exprès sur certains sujets. Bien sûr qu'ils sont très cyniques, très habiles en com, mais ils sont très malhabiles sur beaucoup d'autres choses. Alors, cette inflation, effectivement, en France, elle est plus faible, 5%, parce qu'il y a eu des chèques qui ont été faits, qui ont empêché les prix de grimper sur l'électricité. Il faut quand même voir que si le chèque n'avait pas été fait, l'électricité devait augmenter de 24% au début d'année en janvier. Alors que j'ai lu qu'elle avait augmenté que de 5% grâce au chèque. Exactement. Normalement 25%. Donc les factures d'électricité qui pèsent déjà 50 ou 60 euros par mois chez les gens, ça aurait été 12 euros de plus. Donc ça a permis de réduire. Sur le gaz aussi, je crois qu'il y a eu des choses pour empêcher l'explosion. En fait, c'est ce qui reste du système français finalement. C'est ce qui reste du système français de services publics, EDF, avec les centrales nucléaires qui nous permettent d'avoir de l'énergie pas chère aussi, qui freinent un peu cette hausse. Voilà, les tarifs réglementés du gaz, de l'électricité. Voilà ce qui nous reste, qui nous protège. Il faut voir qu'aux Pays-Bas, on est à 11% d'inflation. Voilà, c'est le double. Belgique, on est à 10%, Allemagne, 8%, zone euro, 8%, États-Unis, 8%. Voilà, donc c'est du jamais vu depuis 40 ans, donc il se passe quelque chose de vraiment très, très important. Justement, quelle est la cause de cette inflation, que ce soit en Europe ou un petit peu en fait partout Alors, la cause de cette inflation, des éléments conjoncturels, c'est-à-dire qu'ils sont des éléments de court terme et qui peuvent changer, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec le Covid, avec le marche-arrêt qu'on a fait sur les entreprises, et des chaînes de production qui sont relevées dans des temps différents dans le monde. Donc, ça a posé des problèmes de goulot d'étranglement, de pénurie, etc. Il y a l'Ukraine qui a prolongé ça, qui prolonge simplement, puisque l'inflation, elle a démarré, elle était déjà à 4% en avril 2021 aux États-Unis, 4,5%. Donc, ça a commencé bien avant, mais l'Ukraine prolonge. Mais au fond, derrière, moi, je pense que c'est principalement des dysfonctionnements du capitalisme financiarisé, mondialisé, qui est en place. C'est-à-dire qu'il y a ces chaînes de production extrêmement complexes avec, dans une voiture, vous pouvez avoir des produits qui viennent de dizaines de pays différents. Oui. C'est ainsi qu'on s'est rendu compte que, par exemple, il y a eu des usines BMW, Mercedes qui ont fermé parce qu'il manquait des câbles qui venaient d'où? D'Ukraine. Voilà. L'Ukraine ne fabriquait a priori que les câbles. Ils fabriquent aussi, ils fabriquent aussi le noir des pneus. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le noir des pneus, cette matière qui est indispensable à la fabrication des pneus. Voilà, donc on a des chaînes de production complexes, donc le moins de problèmes dans un pays, finalement, finit par causer des problèmes au monde entier. Donc c'est une vraie fragilité. Donc ça, c'est les problèmes de la mondialisation. L'autre problème, c'est la financiarisation des entreprises. Alors, déjà, ça pose différents problèmes, mais le premier problème, c'est la soumission au profit de l'entreprise. En fait, l'entreprise ne travaille plus pour faire un produit, mais pour faire du profit principalement. Alors que c'était une cause secondaire, ça devient la cause première. Du coup, ça a une tendance à, pour les gens comprendront, les gens qui ont été dans des entreprises très financiarisées, où le profit compte, ils vous expliqueront qu'effectivement, on a une destruction du collectif, puisque tout doit être fait pour le profit. Et donc, on va couper des postes alors qu'on a besoin de gens, on va vous faire surtravailler d'autres gens. Tout cela n'a aucun sens, tout est délivré par en haut de façon verticale, alors qu'il y a besoin qu'il y ait des choses qui soient décidées en bas aussi par les gens qui sont sur le terrain. Donc les métiers sont vidés de leur sens, il y a des bullshit jobs, et destruction du collectif et destruction d'efficacité. Et puis il y a aussi l'apparition de la médiocratie, parce que pour obéir à ces ordres stupides qui sont faits par des financiers qui ont tendance à détruire les entreprises, pensons à Boeing qui ne sait plus construire un avion, et le dernier avion qu'ils ont construit, en fait, ils ne volaient pas. Oui. C'est extraordinaire. Une boîte qui a 70 ans d'âge, qui savait hyper bien construire des avions, et ils ne volent pas. Et pourquoi ils ne volent pas? Tout simplement parce qu'ils ont voulu économiser un peu d'argent en ne changeant pas trop le fuselage. Et comme les moteurs étaient trop gros, il fallait faire fonctionner tout ça en fait avec du vol par informatique. Et les ingénieurs de Boeing étaient tout à fait au courant que ça n'allait pas fonctionner, que l'avion n'était pas viable sans ordinateur et sans commande. Et voilà pourquoi. Et c'est des décisions faites au nom de petites économies par des financiers qui ont coûté 100 fois plus derrière. Et donc, ça entraîne une médiocratie, c'est-à-dire que les meilleurs, en fait, ont tendance à partir, voire à être virés, pour laisser des gens, en fait, qui, dans la structure, sont des gens qui obéissent aux ordres bêtement, quoi, en fait, qui sont prêts à obéir aux ordres bêtement ou parce qu'ils ont absolument besoin de ça, quoi. Du coup, comment tout cela va-t-il finir? Parce que pour la France, il n'y a pas si longtemps, on a eu les Gilets jaunes, donc
une tranche de la population qui nous expliquait qu'à partir du 15, du 18 mois, ils n'y arrivaient pas. Avec une inflation grandissante, avec les prix qui explosent, on le voit. Que va-t-il se passer d'ici la fin de l'année? Cela va être quand même assez compliqué. Oui, c'est assez compliqué. Alors, c'est déjà compliqué aujourd'hui, puisque il y a 60 millions de consommateurs qui a sorti une étude ce matin. Ça tombe bien puisqu'on parle d'inflation, qui dit que pour les ménages, ça coûte 90 €. En fait, ils ont perdu 90 € de pouvoir d'achat. C'est comme si leur salaire avait baissé de 90 € finalement. Sauf bien sûr les gens qui sont au SMIC, qui eux ont eu une revalorisation grâce à ces vieilles règles françaises protectrices. Eux, ils ont une revalorisation. Comment ça va finir? Déjà, ça va durer parce que le prix des biens industriels, en fait, est à plus 13%. Le prix de revient des biens industriels, hors énergie. Ce qui veut dire, et ça, ces prix ne sont pas passés dans l'inflation. Pour le moment, il y a eu des hausses de plus de 3-4%. Donc ça va continuer à passer. Il y a l'alimentation, ça va continuer à passer avec les hausses des prix du blé, des céréales diverses. Il y a renégociation. Donc ça va continuer. D'ailleurs, les experts disent que c'est au moins jusqu'à fin 2023, on a de l'inflation. Voilà, ça c'est la première chose. Quel niveau on touchera? Probablement, moi je dirais 8%, mais vraiment, franchement, c'est difficile à dire. Mais il y a une première chose, c'est qu'en fait, les salaires, ils n'augmentent pas en conséquence. Donc les gens sont en train de perdre du pouvoir d'achat. Donc à peu près 3% par mois, 90 € par foyer. Donc c'est un effet de récession. Puisque les gens perdent du pouvoir d'achat, ils peuvent moins consommer. Et donc, clairement, c'est un effet de récession qu'on voit dans les chiffres aux États-Unis et en Europe. Et puis, deuxième chose, il va falloir une hausse des taux pour freiner cette inflation. Sinon, on risque de rentrer dans une inflation durable et forte et complètement hors de contrôle, qui poserait des vrais problèmes. Et donc, cette hausse des taux va en plus créer un effet récessif, de récession en plus. Et en plus de cela, avec cette récession, cette hausse des taux, on crée un possible éclatement, même qui est quasiment certain, des bulles financières dans les marchés financiers, un peu immobiliers, en Europe et aux États-Unis. On le voit déjà. Ce qui veut dire, en gros, une crise plus forte que celle qu'on a connue en 2008? Ça, je ne peux pas vous dire. C'est imprévisible, en fait, parce qu'en fait, on va voir les cadavres dans les placards. Vous voyez, c'est vrai que ça fait 14 ans, c'est une bonne remarque. 2008, en fait, depuis 2008, quasiment, on a des taux zéro. Donc, il y a des gens qui ont pris des risques considérables dans les économies, dans la finance européenne et américaine. Pas du tout dans l'immobilier. Il n'y a pas des risques considérables dans l'immobilier, en tout cas aux États-Unis, même si les prix sont chers. Mais ailleurs, très probablement, et on verra les cadavres qu'on va découvrir. Là, pour le moment, c'est juste les crypto-monnaies qui explosent, comme le Terra Luna qui a perdu 99%, le Bitcoin qui a perdu 55% de sa valeur, et malheureusement, ça va continuer. Voilà, c'est les premiers signes, mais on va avoir une crise financière et qui elle-même va enclencher de la crise économique. Donc, c'est parti pour être assez violent, tout ça, quoi. Assez violent. Après, on peut se rassurer, Bruno Le Maire a dit qu'il contrôlait la situation. Je rappelle que c'est l'homme qui devait mettre à genoux l'économie russe. Et comme vous le savez, l'économie russe ne s'est jamais aussi bien portée. Le rouble n'a jamais été aussi haut depuis 5 ans. Et la Russie n'a jamais été aussi indépendante grâce à nos sanctions qui devaient aussi la faire plier. Donc, Poutine doit nous remercier tous les matins. Bon, c'est plutôt l'économie française qui l'a mis à genoux. Même si l'économie russe, quand même, ils ressentent quand même des choses, un peu de récession, mais pas autant que prévu, effectivement. Et Poutine, son but, c'est de faire comme en 2014 avec l'agriculture, c'est-à-dire on m'interdit d'acheter des produits européens, je vais développer mon agriculture. Et en 7 ans, il est devenu une puissance agricole très importante. C'est ce qu'on appelle le volontarisme en économie, le gaullisme, le protectionnisme qui a été imposé, effectivement. Mais probablement, moi je me demande, au-delà de l'année, si ce n'est pas une rupture complète en fait, parce que à la fin du cycle des 30 Glorieuses, on sait qu'on a eu un problème d'inflation qui n'était pas du tout pareil, puisque c'était des hausses de salaire et la hausse du pétrole avec le problème pétrolier qu'il y a eu pendant les années 70, qui avait fait exploser l'inflation. Mais les gens paient des hausses de salaire. Hein. Là, le problème, c'est que les gens perdent des salaires et en même temps, il y a de l'inflation. Ils ont des salaires très bas qui augmentent peu et il y a de l'inflation. Donc, je me demande si ce n'est pas ce modèle de délocalisation de production, de la production ailleurs, du fait qu'on ne produit plus grand-chose. Les États-Unis sont à 100 milliards de déficit commercial par mois, la France à 100 milliards par an. Voilà. Donc, on ne produit plus grand-chose, ça se traduit là-dedans, et qu'on va payer le prix de ce modèle économique ultralibéral, en fait, qui ne fonctionne pas du tout. Quoi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, quoi. Vraiment. Et il peut se passer beaucoup de choses dans le déroulement
assez chaotique, assez imprévisible, mais il peut se passer beaucoup de choses complexes pour les économies occidentales, parce qu'elles fonctionnaient avec des taux zéro. Alors, comment elles vont fonctionner avec des taux qui ne sont pas à zéro? Voilà. Maintenant, les taux sont à 3% aux États-Unis, 3% en Italie, 1,5% en France. Comment ils vont faire avec des taux qui sont très hauts? Ça, je ne sais pas. Donc, mais en tout cas, on va vers la voie de la paupérisation de l'Occident. C'est très clair, quoi. En fait, les Occidentaux se paupérisent avec cette crise inflationniste et une crise du modèle. Après, on a vu cette semaine qu'ils allaient indexer, donc si je ne me trompe pas, les retraites sur l'inflation. Ouais. Mais pas les salaires de la plupart des gens, bien évidemment. Donc ça va poser un véritable problème, parce que d'une part, surtout avec les nouvelles réformes, que ce soit la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, on va voir débarquer de plus en plus de gens, justement, tomber dans une pauvreté et être incapables de vivre correctement. En plus de ça, vous rajoutez une colère qui est déjà la colère des Gilets jaunes qui n'ont pas disparu. Hein. Cette colère-là, elle est toujours présente, car leur quotidien n'a pas changé. Il s'est même encore plus détérioré depuis 3-4 ans. Donc, je me demande bien comment les gouvernements vont pouvoir quand même résoudre ça. Ça va être compliqué, à part s'ils veulent détruire un système pour en rebâtir un autre. Je pense qu'ils ne font même pas exprès et ils sont incapables de rebâtir un autre système, je pense. En tout cas, le système qu'ils rebâtiraient, ça serait un système plus coercitif, mais toujours dans le même sens. Ils ne sont pas capables, moi, je pense, de faire ça. Vous avez raison de dire j'en ai pas parlé, mais vous avez tout à fait raison, sur les gilets jaunes, qui avaient un manque de pouvoir d'achat. Bon, il y a eu des petits cadeaux de pouvoir d'achat qui ont été faits par Macron pour les salaires près du SMIC. Mais là, ça y est, de nouveau, ils sont la tête sous l'eau, et encore plus sous l'eau qu'il y a 4 ans. Donc, ça va être super compliqué à gérer, effectivement, pour le pouvoir. Alors, peut-être que la commande de 90 blindés de la gendarmerie pour mater les manifestants, c'est peut-être la solution qu'ils vont utiliser. En tout cas, c'est assez étonnant qu'ils aient utilisé ça, mais ils sentent effectivement que ça va être dangereux. Et l'autre chose dont vous parlez qui est très importante, et moi j'encourage tous les gens qui voient cette vidéo d'aller parler à leurs parents, de parler à la génération d'au-dessus, parce qu'il y a un vrai problème de crise et de colère entre les générations qui est en train de se passer. C'est que Macron, en fait, favorise énormément la génération de retraités, en tout cas par rapport aux autres générations, puisqu'il leur dit, finalement, vous êtes partis à la retraite, les boomers, à 60 ans, et vous êtes battus pour avoir votre retraite à 60 ans, voire des pré-retraites à 57, 58 ans. Mais la génération d'après, elle va partir à 65 ans. C'est complètement dingue, et c'est d'une injustice folle, puisque les espérances de vie, elles ne vont pas bouger entre les deux générations, très probablement. En plus, c'est 65 ans, c'est un minimum, ça sera 65, mais peut-être 67 ans pour les gens qui ont commencé plus tard, qui ont commencé avec... Et moi, j'imagine très bien qu'ils poussent jusqu'à 70 ans. D'ailleurs, ils en parlent dans même certains pays européens. C'est vrai. Ils en parlent déjà. Exactement, ils en parlent déjà, l'Union européenne en parle déjà. Il n'y aura pas de limite à leur système, ils sont dans un engrenage qui n'en finira pas. Donc déjà, il y a ce problème des retraites où les petits-enfants vont partir et les enfants vont partir beaucoup plus tard que la génération d'avant. Et en plus, ils disent, les gens qui sont inactifs, qui sont à la retraite, qui sont quand même entretenus, et c'est normal, mais par l'ensemble des actifs, en fait, on dit, vous allez favoriser, on va vous augmenter vos retraites de l'inflation, mais on ne va pas augmenter les salaires de l'inflation. Là, il y a un vrai problème, Il y a un problème absolument gravissime et qui va se transformer en colère, Il y a une vraie colère. Moi, je sens monter un peu une colère des jeunes après les anciens qui votent Macron et donc la retraite à 65 ans et qui, en fait, se font cajoler par Macron d'une certaine manière. Ils ne s'en rendent pas compte, je pense. Et par rapport aux jeunes actifs et leurs enfants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, vous avez raison, cette colère, donc, entre, on va dire, les boomers, pour les appeler comme ça, et les plus jeunes, moi, je l'ai aussi constaté, comme vous le savez, je suis bénévole et j'ai été à Paris tous les week-ends et j'ai été avec des jeunes militants. C'est vrai qu'il y a une vraie colère envers les plus anciens. Je peux facilement m'inclure dedans parce que c'est pas non seulement une génération qui, à l'heure d'aujourd'hui, est favorisée, mais c'est aussi une génération qui a tout laissé tomber, qui a laissé tomber ce qu'on appelle le récit national, qui a laissé tomber la France à leur simple profit. Donc c'est vrai que quand vous êtes comme moi gaulliste et que vous êtes un patriote, automatiquement, vous avez une sorte de petite rancœur envers cette génération qui a pu s'acheter des biens, une maison de vacances, une maison, qui partira à eux avec une retraite. Moi, je suis même pas sûr que quand je serai plus vieux, que j'aurai encore une retraite, en tout cas une retraite décente.
Donc, automatiquement, il y a une rancœur envers cette génération qui a voté en masse pour Macron, on l'a vu, aux alentours des 65%. 75. D'ailleurs, 70-75. bah, vous voyez, je suis encore très très loin de ça. Donc, je pense que cette classe d'âge a conscience pour qui il vote. Je pense qu'il y a une vraie conscience. Je pense que Macron, en plus, dans son langage, leur rappelle tous les jours qu'il est leur chef et qu'ils ont besoin de lui finalement pour continuer à apprendre encore ce qu'il y a à apprendre. Et nous, les jeunes, on se retrouve on se retrouve en étau et c'est finalement notre classe d'âge qui en subit le plus les conséquences. Les conséquences à tous les niveaux, économiques et sociales, des problèmes des flux d'immigration qu'on va devoir gérer maintenant, qui sont complexes, les problèmes d'insécurité sur lesquels les jeunes sont les plus touchés, puisque eux, ils sortent le soir tard, ils ont moins de moyens pour se déplacer en voiture, donc ils sont plus en transport en commun, en débrouille. Et donc tout ça, effectivement, moi je veux dire, mais je pense que il faut parler parce que je pense que les grands-parents n'ont pas conscience. Moi, je discutais avec une jeune fille qui était serveuse, très sympa, qui était serveuse pour se faire de l'argent l'été et qui habitait près de Nantes. Nantes, on s'imagine que c'est une ville sympa, mais elle me disait pourtant c'est une fille franchement débrouillarde, courageuse, vous voyez, pas une petite chose. Et elle me disait, non, nous, on sort plus à Nantes, quoi. On sort plus le soir à Nantes seul en tant que fille. Les risques sont vraiment énormes. Il y a eu un nombre d'agressions considérable, quoi. Alors moi, je peux le confirmer parce que j'habite à Nantes. Nantes, c'est non seulement une ville où vous ne pouvez plus sortir la nuit, même en journée. Il faut savoir que les commerçants de centre-ville de Nantes, que ce soit les restaurants, les boutiques de vêtements ou les boîtes de nuit, mais tout commerce confondu, se sont réunis eux-mêmes et font appel à une agence privée pour se protéger. Pour ramener leurs employés à leur voiture, que ce soit les hommes seuls, parce que même les hommes seuls, vous vous faites agresser, parce que, oui, évidemment que les femmes sont à un risque beaucoup plus grand, mais même quand vous êtes un homme seul, ou même des hommes accompagnés, vous vous faites agresser, et les femmes, j'en parle même pas. D'ailleurs, il y avait eu le ministre de l'Intérieur qui avait été les voir en déplacement à Nantes et qui avait promis beaucoup de choses. Mais même en pleine journée, moi je conseille personne d'aller sur les coups de 15 heures en centre-ville de Nantes, à la place du commerce, qui est la place principale du centre-ville, entre les migrants, entre les skinheads, entre les bandes. Vous vous sentez un petit peu seul et surtout absolument pas protégé. C'est simple, Nantes, à partir de 20 heures, il n'y a plus personne dans le centre-ville. 20h, 21h, vous ne trouvez plus personne. Même les forces de l'ordre. Je défie quiconque de marcher dans le centre-ville de Nantes pendant 20-30 minutes et de me trouver les forces de l'ordre. Je le défie réellement pour avoir travaillé dans le centre-ville de Nantes et pour avoir marché de longue nuit. Vous les trouvez absolument jamais. Donc vous vous dites s'il m'arrive un problème, avec qui, non, franchement, sincèrement, moi ça fait des années que je ne suis pas allé dans le. Mais c'était une ville très sûre il y a 20 ans de ça, non? C'était une ville sûre il y a 20 ans de ça. Ça a bougé très vite, quoi. Il y a 10 ans, Nantes, c'est une ville très agréable. En plus, c'est un pôle économique, c'est une ville riche, c'est une ville bourgeoise. Il y a beaucoup d'entreprises parisiennes, notamment, qui viennent s'implanter sur Nantes parce vous avez un niveau de vie pour les employés beaucoup plus sympa qu'à Paris et les loyers sont aussi beaucoup plus bas. On a eu une nouvelle maire qui est du PS et qui laisse complètement la ville, qui laisse mainmise la ville aux bandes. Donc vous avez aussi, je conseille à personne d'aller dans le quartier de Bouffay. Donc le quartier de Bouffay, c'est un quartier un petit peu à l'espagnol, avec des rues très étroites, avec plein de bars très sympas, ambiance, des restaurants. Le problème de ces rues-là, très étroites, eh bien, à chaque coin de rue, vous vous faites agresser. Il y a des bandes qui se mettent et qui vous regardent. Si vous avez un iPhone, par exemple, je ne vous conseille pas d'appeler ou d'envoyer un message tout en marchant en centre-ville parce que le vol de téléphone grandit. D'ailleurs, Nantes a été classée première ville sur la violence, sur les agressions en Europe. Ah, c'est fou. Ah, c'est comme quoi c'est… Devant Paris et devant Marseille, qui sont normalement connus pour ce fait-là. Ouais, Dupond-Moretti qui disait que la France n'est pas un coupe-gorge, ça commence à le devenir, hein, très clairement. Très clairement. Sincèrement, après, comme vous le dites, il y a un quiproquo parce que vous avez la génération plus âgée qui, elle, ne sort plus. Donc, pour elle, finalement, elle ne se rend pas compte de tous les dangers qu'ont à faire face leurs enfants, parce que c'est leurs enfants qui se font agresser, leurs filles, leurs fils. Et on a beau leur dire, vous dites, il faut parler avec nos parents. Je pense qu'on parle, mais eux ne se rendent pas compte, notamment sur le travail.
quand on est jeune, on a des difficultés à en trouver, à être payé correctement. Déjà ça, c'est même pas le problème d'en trouver un parce qu'on peut trouver du travail, mais c'est d'être payé correctement. Ils ont des réponses finalement faciles. Ils vont nous dire que eux aussi, ils ont galéré quand eux, ils étaient plus jeunes, qu'on ne travaille pas assez. Ça fait une phrase qui revient très souvent. C'est de la part de gens qui n'ont finalement pas tant travaillé que ça. Et puis il faut rappeler que les boomers n'ont pas reconstruit le pays. Ils ont justement profité des fruits de leurs parents qui ont tout reconstruit. Donc finalement, c'est une génération qui n'a ni connu la guerre, ni reconstruit, qui n'a pas fait grand-chose finalement à part profiter. C'est clair. Non, mais en plus, je peux vous dire que dans les années 70, quand eux avaient 20-30 ans, moi j'ai discuté avec des gens qui sont honnêtes de cette époque-là. Ils me disaient, mais c'était super agréable. Ils travaillaient par exemple à la banque et entre midi et 2h30, ils allaient faire un barbecue chez un ami. Ils revenaient tranquillement travailler et ils faisaient pas beaucoup d'horaires, justement, pas beaucoup d'heures, de façon très raisonnable, pas beaucoup d'heures supplémentaires. Hein. Quelquefois, mais en moyenne, pas beaucoup d'heures supplémentaires. Et les cadres ne faisaient pas 60 heures comme aujourd'hui par semaine. Hein. Ils étaient à 45 heures et c'était beaucoup plus tranquille, beaucoup mieux payé. Moi, je le vois, les salaires, effectivement, sont en baisse, hein, très clairement. On le voit anecdotiquement, mais quand vous discutez avec des gens, vous voyez des gens qui ont 50 ans, qui ont des très gros jobs et leurs salaires ont baissé en 15 ans, quoi, en fait. Hein. Et ils ont baissé en 15 ans. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais cette génération de boomers qu'on englobe, hein, on fait un. Il y en a qui sont tout à fait sains d'esprit, conscients des choses et qui veulent préparer un avenir à leurs petits-enfants. Mais cette génération de boomers, il y en a une partie quand même qui est d'un égoïsme absolument extraordinaire. Et ils se réfugient derrière, pour moi c'était dur, alors pour vous c'est facile. Et je pense que c'est exactement l'inverse qui se passe. Ah oui, je pense que c'est beaucoup plus difficile à notre âge aujourd'hui que pour leur génération. Il n'y avait pas, comme vous l'avez dit précédemment, cette immigration massive. Moi, je ne suis pas contre l'immigration, évidemment, mais à cette mesure-là, c'est beaucoup trop. À Nantes, vous êtes plus entouré de tentes et de migrants qu'autre chose, finalement. Je parle du centre-ville. Donc, ce n'est plus vivable. Il y a même des rats. Avant, il n'y avait pas de rats. C'était vraiment, pour le coup, très parisien, les rats. Je peux vous confirmer qu'à Nantes, vous avez des rats. Donc, c'est devenu impossible. C'est devenu une ville impossible à vivre. Donc, finalement, en fait, par exemple, sur une ville comme Nantes, mais je pense qu'une ville comme Bordeaux, c'est la même chose. Les gens vont en périphérie. Mais ce qui a provoqué, c'est aussi l'explosion de l'immobilier en périphérie dans les petites villes, comme où je suis aujourd'hui, où personne, il y a encore 10 ans, ne voulait venir ici parce que c'était trop loin. Et maintenant, tout le monde veut venir ici pour retrouver une vie tranquille. Du coup, ce qui aussi provoque… un peu l'américaine, finalement. Hein. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, ce qui provoque, c'est que maintenant, les jeunes, qui n'avaient pas assez de problèmes comme ça, ne peuvent plus ni acheter ni louer parce que les loyers sont devenus trop chers. Ouais, c'est clair. Et moi, je peux vous dire, en tout cas, moi, j'ai eu ma jeunesse dans les années 80, et très clairement, ce monde-là était 10 fois plus agréable pour les jeunes. La liberté, pas d'angoisse, pas de problème, effectivement, avec une immigration et une insécurité aussi. Hein. Et il y a quand même un lien entre les deux, on le sait très bien, sachant qu'il y a plein d'immigrés qui sont assimilés, qui n'ont pas de problème. Mais on sait qu'il y a une partie qui est très violente, une partie de voyous, quoi, assez importante dedans. Le marché du travail était beaucoup plus simple, enfin, tout était plus simple. On avait peut-être matériellement pas des smartphones, même pas de téléphone portable, mais je peux vous dire que la vie était beaucoup plus douce à cette époque-là, globalement, et les liens étaient beaucoup plus forts entre les gens, beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. C'est un vrai mensonge de dire que les choses sont plus faciles pour cette génération que pour l'autre. Mais il faut vraiment parler aux grands-parents et leur expliquer, quoi. Il faut que ça rentre parce que c'est pas possible. Sinon, on va avoir une crise entre les générations, quoi, qui va se monter, quoi, une crise générationnelle, hein, très clairement. Moi, je pense que pour revenir sur la réforme des retraites, je pense qu'eux sont plutôt contents de cette réforme parce que c'est pas eux qui l'auront à la subir. Alors qu'en plus, le Conseil d'orientation des retraites nous informe que nous sommes à l'équilibre et qu'il n'y a aucunement besoin de faire cette réforme, alors que l'Europe nous impose de faire absolument cette réforme. Ouais, c'est clair. C'est l'Europe qui le demande dans les grandes orientations de politique économique. Il le demande à la France et à d'autres pays, à l'Espagne. Et l'Espagne, d'ailleurs, a clairement avoué que c'était l'Union européenne qui lui avait demandé, et c'est en réponse à ça. Il n'y en a pas de besoin, absolument pas besoin. C'est même contre-productif, je pense. Pourquoi ? Parce que on est à l'équilibre
À peu de choses près, on est à l'équilibre aujourd'hui. En 2021, il y a 2 milliards de déficit, ce qui est vraiment rien du tout, hein. Voilà. Qu'a priori, jusqu'en 2030, ça devrait flotter autour de cet équilibre, légèrement se détériorer, mais à peine, qu'il y a des réserves très importantes dans les fonds de réserve de retraite, et qu'à partir de 2030, carrément, on va rentrer dans des périodes d'excédent, mécaniquement. Ça, c'est les projections de l'organisme officiel, qui est le Conseil d'orientation des retraites. Donc, on n'a absolument pas besoin de cette réforme de retraite. Ce qu'on aurait besoin, en fait, c'est juste que les gens qui ne travaillent pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de job, travaillent. Et là, vous voyez, vous avez au moins 6 millions de chômeurs, vous avez 6 millions de personnes à Pôle emploi, 2 millions au RSA, d'autres gens qui ne sont pas à Pôle emploi, mais qui sont chômeurs parce qu'ils n'ont plus d'indemnité. Et donc, si vous créez de l'emploi, mais là, c'est énorme. Si vous voulez, vous n'avez plus du tout besoin de réforme des retraites. Vous pouvez même baisser les cotisations sociales. Il faut comprendre que si vous mettez 5-6 millions de personnes de plus qui sont entre 20 et 62 ans au travail, ce qu'on peut faire, eh bien, vous allez gagner, vous voyez, 1 000 € par mois de cotisation. C'est-à-dire, vous allez gagner des dizaines de milliards d'euros par an. Et votre régime va être en net excédent. Voilà où on en est. Donc c'est absurde, mais Emmanuel Todd le disait, il y a une part de sadisme dans les élites maintenant. Aussi, oui. Il y a une part de sadisme où elles aiment faire mal et ça leur fait plaisir de faire mal. J'ose espérer que les boomers sont en très faible minorité à apprécier cette réforme. J'espère que ça passe par l'inconscient et pas par le conscient, parce que c'est terrible. S'ils font ça à leurs enfants, alors que le but c'est quand même d'offrir un avenir gérable à leurs enfants, c'est quand même terrifiant. Surtout que en France, à partir de 50 ans, on sait très bien que la plupart des gens se font jeter de leur entreprise ou alors que c'est extrêmement difficile. Sincèrement, en France, si vous avez 50 ans que vous devez retrouver du travail, je vous souhaite bonne chance car c'est quasiment impossible. C'est clair. Alors que le taux d'emploi des gens entre 25 et 50 ans en France par rapport aux autres pays où il y a le plus de taux d'emploi, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, on est dans des taux d'emploi très élevés en France sur les 25-50 ans. Donc les gens veulent bosser. Par contre, ils sont virés après 50 ans, bien que ça soit un peu réduit aujourd'hui, et ils ont du mal à rentrer sur le marché du travail quand ils sont jeunes, quoi. Voilà, entre 20 et 25 ans. Donc voilà où on en est, et ce qui prouve encore une fois qu'il n'y a pas besoin de ça. Et puis les gens qui ont entre 50 et 60 ans, ils ont des vraies qualités à transmettre. Ils ont des connaissances des métiers, de l'expérience, de l'expérience aussi humaine par rapport aux gens, comment on gère les relations humaines, comment on manage les gens. Donc, ils ont plein de choses à transmettre et c'est une absurdité totale de les mettre au chômage. Mais ça reste une vérité. Moi, je connais quelqu'un qui a plus de 50 ans. Elle a fini par retrouver du travail au bout de 2 ans de chômage. Mais carrément, là, au bout de 2 ans de chômage, et c'était pendant le Covid, on lui disait là, on ne va plus pouvoir présenter votre dossier parce qu'il est trop mauvais, et donc c'est la fin, quoi. Et finalement, elle a retrouvé un CDD, puis retrouvé un CDI. Vous voyez, c'est grâce au CDD qu'elle a retrouvé un CDI. Donc ça a été vraiment un mécanisme très complexe pour re-rentrer dans le marché du travail. Et il faut bien en avoir conscience que c'est très compliqué aujourd'hui. Donc vraiment, cette réforme est un non-sens. Et j'espère que les Français vont tout faire pour empêcher que cela passe. Moi, je pense, alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que les patriotes, en tout cas nous, on va se mobiliser dans la rue et il faudra aussi que ça suive en masse parce qu'il faut vraiment empêcher que cette réforme. En plus, il y a la réforme des retraites avec la réforme aussi de l'assurance chômage où une partie des personnes qui vont se retrouver au chômage vont perdre 20% d'indemnité. C'est vrai que les cadres qui ont voté pour Macron, en grande majorité, à 75% aussi, je crois, en fait, vont passer de 60% du salaire net. Le chômage, il ne faut pas croire que c'est une sinécure, parce que les gens ne touchent que 60% de ce qu'ils touchent quand ils travaillent. Donc, c'est quand même pas évident, pas trivial pour eux de vivre avec. Ils ne vivent pas avec le même niveau de vie du tout. Mais là, ils vont passer à 40%. Ce qui veut dire que si un cadre tombe au chômage, par exemple à Paris, avec les loyers qu'il y a, il a intérêt d'avoir des grosses réserves financières derrière lui parce qu'il ne va pas pouvoir tenir la distance. Si son chômage est long, il va devoir déménager et donc dans un mécanisme, dans un enchaînement extrêmement dangereux, quoi, pour lui. Sachant qu'en plus, vous avez parfois une compagne avec des enfants, enfin tout ça, une complexité absolument terrible pour eux. Et c'est vrai que cette réforme, c'est de l'antisocial, mais à l'état pur, quoi, en fait. Mais Macron, comme les boomers, apparemment, certains boomers est persuadé que de toute manière, il y a du boulot, il suffit de traverser la rue. Et donc, on se retrouve avec cette situation-là. La preuve, les restaurateurs n'arrêtent pas de crier en disant qu'il y a 40 000 postes qui ne sont pas fournis. Oui. Attends,
Mais en fait, j'ai pensé à un truc tout à l'heure. Je me suis dit, mais ça, c'est la loi de l'offre et la demande. Augmenter les salaires et vous aurez des gens. Bien sûr. En fait, ces gens-là, ils veulent la loi de l'offre et la demande pour leurs produits, pour leurs prix, pour leurs repas. Par contre, ils n'acceptent pas que les salaires puissent augmenter pour prendre des gens dans la restauration, sachant que c'est des métiers hyper compliqués parce que très souvent, c'est le week-end que tu travailles le plus. Donc, c'est vrai que les gens ont moyennement envie de travailler tout le week-end. Mais les restaurateurs, ils disent, ah non, on veut des migrants, on veut prendre des serveurs tunisiens parce que les Français, en fait, ils veulent pas travailler. Sauf que ce qu'ils veulent pas, c'est des hausses, ils veulent avec des hausses de salaire. Surtout qu'en plus, tu as plein de jobs qui sont non seulement comme ça, où tu travailles beaucoup le week-end, mais qui sont en plus uniquement saissaisonniers. Effectivement, les gens, ils vont pas travailler 3 mois l'été, et puis les 9 autres mois, ne rien faire, quoi. Tu vois, ça Bien sûr. des problèmes, vraiment, c'est ingérable de vivre comme ça. Voilà, donc voilà où on en est. On est vraiment dans la crise sociale et je pense comme vous qu'on va se retrouver avec, ça va être violent. Si la réforme des retraites, Macron fait la réforme des retraites, alors même qu'il y a une forte baisse du pouvoir d'achat et donc un sentiment de mécontentement qui, à mon avis, est très important dans la population, je pense que ça va être explosif. Justement, vous parlez justement de ces jobs de serveurs que les Français ne veulent plus. Moi, je trouve que c'est nouveau, ça aussi. Je trouve que les gens, avant les gens allaient prendre un petit peu n'importe quel travail, ou enfin, en tout cas, peu importe la condition. Et je remarque qu'il y a un changement aussi. Les gens refusent. On l'a vu, notamment sur les accidents du Stade de France, où ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas réussi à trouver assez de gens dans la sécurité, parce que aussi dans ce secteur-là, les gens refusent d'aller travailler. Il y a plein de secteurs comme ça. Et je trouve ça intéressant que les gens refusent ce genre de métier, alors qu'ils ont, je pense, besoin de travailler, tous besoin de travailler, mais parce qu'ils en ont marre aussi de travailler pour rien et pour des salaires qui ne leur suffisent plus de vivre correctement. Ouais, et puis stadier, sécurité stadier, c'est en fait pendant que les autres s'amusent, le samedi, le dimanche, vous faites la sécurité du stade. Quelques heures, vous êtes payé pour quelques heures. Hein. C'est des petits salaires, quelques heures et des boulots fragmentés. Pas évident. Effectivement, il y a ça, et en même temps, il y a d'autres gens qui prennent n'importe quoi, puisque pendant le quinquennat de Macron, c'était une des choses très très importantes. Je suis un des rares économistes à avoir signalé, avec un autre qui s'appelle François Guérolf, c'est le problème des auto-entrepreneurs. En fait, Macron, il n'a pas créé des emplois, des entreprises, il a créé des auto-entrepreneurs, en fait. C'est ça, les entreprises qui ont été créées. Et on est passé de 1,2 million d'auto-entrepreneurs à 2,4 millions d'auto-entrepreneurs. Et ces auto-entrepreneurs qui ont été créés sous Macron, c'est des gens qui sont payés 600 € par mois. C'est l'INSEE qui a fait tout un rapport là-dessus. Donc les gens, en même temps, ont du courage, hein, parce qu'aller bosser pour 600 € par mois, voilà, quand on les traite de feignants, en fait, ils pourraient rester chez eux à toucher le RSA. Donc ils vont faire ça. À mon avis, c'est les petits jobs de livreurs à vélo, les petits jobs des gens qui livrent les colis Amazon et autres, qui sont des petits boulots extrêmement mal payés, quoi. C'est ce genre de boulot qu'il faudrait, à mon sens, y mettre fin, en tout cas réguler, parce que c'est pas possible. C'est pas possible dans un pays comme la France de travailler pour 800 € par mois. Enfin, je ne comprends pas comment les gens arrivent à vivre avec 800 € par mois, c'est impossible. 600 € même. 600 € par mois. Et effectivement, c'est une honte totale, sachant que des pays qui sont beaucoup moins sociaux que la France, comme l'Espagne, où il y a un fonctionnement économique et une mentalité, une culture complètement différente, hein. Et eux, ils ont interdit les Uber, quoi. Les Uber est interdit. Je veux dire, on ne comprend pas comment les gens qui travaillent pour Uber, qui en fait sont complètement dépendants d'Uber, sont des auto-entrepreneurs qui peuvent être virés du jour au lendemain, payés au lance-pierre, en dessous du SMIC, etc. Et bien, c'est ce qui se passe pourtant, et c'est ce qu'on laisse faire au nom, au nom de résoudre le problème du chômage, mais on ne doit pas le résoudre n'importe comment, et ça n'apporte rien de toute manière à l'économie. Parce que si les salaires sont un peu plus élevés, finalement, on se retrouve avec des boucles, des enchaînements de hausse de consommation, donc de hausse de chiffre d'affaires pour les entreprises, donc dans des cercles vertueux. C'est comme ça que ça tourne l'économie. Si tu veux baisser les salaires, si on fait, le gouvernement en fait met une pression sur les salaires, mais l'économie automatiquement elle va se retrouver en récession facilement ou sans croissance, puisque de toute manière, s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de consommation. S'il n'y a pas de consommation, on se retrouve en décroissance, quoi. Voilà. Donc c'est un modèle complètement fou et une fuite en avant complètement folle. Il faut réguler, il faut que les gens soient payés correctement. Et puis, il faut que les petits profitent un petit peu aussi, les gens, les classes populaires et moyennes aussi, profitent de la croissance qu'il y a. Autre chose à signaler, en fait, on est dans
dans une plutocratie où en fait c'est les milliardaires qui empochent, quoi. Hein, sous Macron, ce sont les 1% les plus riches qui ont gagné, et plus vous montez dans l'échelle sociale, plus vous avez gagné, parce qu'il y a eu la taxation des dividendes, des flux financiers qui a été mis très très bas, et qu'il y a eu la réforme de l'impôt sur la fortune. Et en fait, on se retrouve avec une France qui, il y a 25 ans, en 1995, les 500 plus grandes fortunes avaient 70 milliards d'euros. Ces mêmes 500 plus grandes fortunes ont 1000 milliards d'euros aujourd'hui. Donc, on a multiplié par 15 les fortunes de ces gens, pendant que la fortune des autres était plutôt en régression. Donc, on voit qu'on est dans un modèle totalement scandaleux qui va dans le mur. Et tout le problème, c'est que pour le moment, on a des élites au pouvoir qui ne veulent pas le changer, qui préfèrent envoyer des policiers taper les manifestants pour surtout ne rien changer. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, il faut le dire, la France, de toute son histoire, n'a jamais autant produit de richesses qu'aujourd'hui, alors qu'il n'y a peut-être jamais eu autant de problèmes entre la classe haute et la classe basse. Exactement. Exactement, tout à fait. Sachant que quand même, on a un problème de croissance dans tout le monde occidental, pas dans des pays assez riches comme la Corée, Taïwan, qui sont des pays riches et qui ont encore beaucoup des taux de croissance très intéressants, qui arrivent à faire croître les salaires et la richesse du pays. En fait, on arrive à ne plus avoir beaucoup de croissance en Occident. Quand on regarde, il y a des taux de croissance sous le quinquennat Macron en France, c'est 0,5% par an. L'Italie, on n'en parle jamais, et vous voyez l'hypocrisie du système. L'Italie, de 2007 à aujourd'hui, c'est récession quasi permanente. On est à moins 5% de PIB. Le PIB est 5% plus bas alors que la population a augmenté. Donc c'est une catastrophe économique. C'est vraiment ultra dur en Italie, et ça, on ne vous en parle jamais. On a un vrai problème de croissance dans tout le monde occidental. Voilà. Et qui est lié au fait qu'on a détruit notre industrie, parce que c'est la clé de la prospérité, et qu'elle est détruite en France, mais bien entendu aussi en Italie, en Espagne, encore plus profondément et plus rapidement, et que maintenant elle commence à se détruire en Allemagne et aux États-Unis. C'est la mondialisation économique qui a été voulue avec les accords de libre-échange qui est en train de détruire la clé de la prospérité de tout l'Occident. En fait, finalement, les seuls pays qui ont de la croissance, c'est les pays qui ont adopté une politique en fait gaulienne, puisque la Corée du Sud s'est elle-même inspirée de la politique qu'a menée le Japon dans les années 90. C'est vrai. Et parce que la Corée du Sud, c'est quand même un exemple de croissance. Il y a encore 50 ans, il n'y avait rien. 50 ans plus tard, je crois que c'est la 4e puissance économique mondiale. C'est un tout petit pays. Pas 4e, je pense qu'elle doit être 8e, mais bon, 8e, 9e. Mais à mon avis, est-ce que c'est réellement ça ou parce qu'il y a des problèmes de parité de pouvoir d'achat, mais c'est une très grande puissance industrielle en fait. Ils ont tout fait pour avoir une industrie forte, avoir une école forte, avoir une diversité, une science développée. Et là, ils engrangent effectivement des résultats. La Chine aussi a une politique qui n'est pas gaulienne, mais qui ressemble un peu, qui a des traits communs avec la politique française. D'ailleurs, ils s'inspirent du modèle français qui marchait bien. Pour le notariat, par exemple, ils sont inspirés des notaires français, qui est un système extrêmement efficace pour qu'il n'y ait pas de fraude immobilière et de gens qui se fassent d'arnaque immobilière. Et ces pays-là, c'est les pays qui ont le plus de croissance, quoi, effectivement. C'est les pays d'Asie qui ont gardé un certain protectionnisme, un certain patriotisme économique et un modèle de développement fondé sur l'industrie. Très clairement, ce sont eux qui gagnent et ce sont eux qui sont en train de prendre un peu le pouvoir, quoi. Dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la crise de l'énergie, et notamment grâce à cause du conflit en Ukraine. L'Union européenne a annoncé vouloir se débarrasser du pétrole russe et du gaz. Alors pas d'un coup, je crois que c'est 40% le premier palier, 60% le deuxième, si je dis pas de bêtises, ou 60-90. Oui, 90 après, oui, c'est ça. Du coup, cela va nous poser un véritable problème parce qu'on est complètement dépendant du gaz russe ainsi que leur pétrole. Cela va faire de la fortune des Américains avec leur gage de schiste. Oui. Qui est une catastrophe pour l'environnement. Donc là encore, j'attends nos écolos monter au créneau, mais pour l'instant, je ne les entends pas beaucoup. Cela va nous coûter une fortune, surtout que rien n'est prêt. Il faut 2 à 3 ans pour pouvoir construire tous les cheminots pour justement amener le gaz de schiste en Europe. Du coup, que va-t-il se passer avec une essence qui a encore bondi? Donc l'essence à la pompe est plus chère. Malgré la remise que l'État met en place, ce n'est pas suffisant.
on le voit, sur Nantes, on est à 2 euros, quasiment 2 euros. L'Allemagne a annoncé rouvrir 15 centrales à charbon d'ici la fin de l'année. Nous, la France, alors Macron nous parle de relancer le nucléaire, mais on apprend aussi que nous allons fermer ou réduire quelques centrales nucléaires. Donc que va-t-il se passer d'un point de vue de l'énergie, surtout qu'on a appris qu'il n'y avait plus la possibilité de produire plus de pétrole dans les années à venir. Ouais, alors là, vous avez brossé un tableau global, effectivement. C'est vrai. Le problème, c'est que, en fait, on dépend à peu près entre 1 tiers et 40% de l'énergie qui est produite en Russie, que ce soit pour le charbon, pour le gaz ou pour le pétrole. Voilà. La France est le pays le moins dépendant de tous les pays, puisqu'elle a eu une vraie stratégie énergétique pour diversifier ses sources d'approvisionnement. Vous avez raison de dire qu'il y a un vrai problème avec le pétrole, parce qu'on s'approche du pic pétrolier. Moi, je le dis depuis 2014, depuis mon premier bouquin sur l'énergie et comment on pouvait changer les choses au niveau énergétique. En fait, depuis 2008, le pétrole conventionnel, c'est-à-dire le plus facile, le moins cher, eh bien, est stable. On n'arrive pas à augmenter la production. Comme il y a une hausse de la production globale et de la consommation, en fait, elle se fait que par des pétroles chers et rares. Donc le pétrole de schiste, le pétrole bitumineux ou le pétrole de mer très profonde, comme c'est le cas au Brésil, genre à 5 km sous. Il faut descendre à 5 km sous l'eau et ensuite piocher encore pendant 1 km pour trouver le pétrole. Donc c'est ces pétroles-là qui ont permis de compenser. Et si ces pétroles-là qui ont été exploités, c'est parce que les pétroles peu chers et faciles à trouver ne sont plus là, quoi, en fait. Le PDG d'Aramco, la plus grande entreprise pétrolière du monde, donc qui appartient à l'Arabie Saoudite, a dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de capacité de production suffisante. Donc on peut augmenter de 1 ou 2% la production, pas plus. On ne peut pas remplacer le pétrole russe. Autre chose, on se retrouve, il y a un document de l'Institut français des pétroles que j'ai lu, qui explique que avant la crise ukrainienne, Russie-Ukraine, qui disait qu'en fait, le pic pétrolier le voyait avant 2025. En fait, avec toutes les données qu'il avait, avant 2025, on allait être incapable d'augmenter la production de pétrole, qui ne pouvait plus donc rattraper la consommation. Ce qui est quand même extrêmement grave, parce que je remets ça dans un contexte, c'est qu'au niveau mondial, le pétrole, il est indispensable pour les transports, la voiture, les bateaux, pour l'instant les avions, mais surtout, c'est 40% de l'énergie mondiale. Donc, s'il y a un problème avec une explosion du prix du pétrole dû à sa rareté, dû au fait qu'on n'arrive plus à en produire assez, ce qui créera un triplement du prix minimum, eh bien on se retrouve avec une économie mondiale vraiment dans une déshérence totale et dans une récession extrêmement profonde. L'autre chose, c'est qu'il y a du gaz et du charbon pour 100 ou 200 ans, mais le problème, c'est que pour le trouver, l'exploiter, etc., c'est extrêmement long. Donc, on ne pourra pas remplacer non plus le pétrole par du gaz facilement, les voitures à pétrole par des voitures à gaz. Tout ça va être vraiment extrêmement complexe à gérer. Et donc, dans ce contexte, que l'Union européenne dise on va se passer de pétrole russe, alors même que la Russie est hyper bien liée à l'OPEP, a des très bonnes relations avec l'OPEP, parce qu'ils se sont fait des cadeaux communs, ils ont agi communément. Ça me paraît être une folie parce qu'on va payer le pétrole plus cher quand on en trouvera. On a même d'ailleurs, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais des pénuries de diesel qui commencent à apparaître aux États-Unis. Le diesel est absolument hors de prix parce que non seulement on dépend du pétrole, mais en plus, comme on a fermé nos raffineries, on dépend carrément des raffineries russes qui raffinent le pétrole. Ce qui pose un problème au monde entier en termes de diesel. Donc l'Europe est en train de foutre un bordel mondial sur les prix de l'énergie, avec cet embargo sur le pétrole et l'embargo projeté sur le gaz et le charbon, sachant que sur le gaz, c'est impossible à faire, quoi. Je pense qu'ils n'iront pas là parce qu'ils ne sont pas complètement fous. Ils sont un peu fous, mais pas complètement. Puisque sur le gaz, effectivement, comme vous l'avez dit, il faut le gaz qui est disponible, c'est du gaz de schiste américain ou du gaz du Qatar. Donc on va sortir de la dépendance à la Russie pour avoir une dépendance au Qatar et aux États-Unis. Est-ce une bonne idée? Mais en plus, il faut le liquéfier, le transporter par bateau et ensuite le regazéifier. Tous ces instruments mettront 5 ans à être construits au minimum. Donc on est incapable de se passer du gaz russe aujourd'hui. C'est un problème majeur et l'Europe se flingue, quoi, en fait, hein. Mais comment l'Europe peut prendre une telle décision? Ils doivent quand même mieux le savoir que nous, qui
qui sont dans l'incapacité de renoncer au gaz russe. Ouais, sur le pétrole, c'est un peu plus gérable, mais ça va nous coûter cher, et plus cher que les autres pays. Sur le gaz, j'espère qu'ils ne vont pas le faire, ou qu'ils vont le faire très doucement, pour qu'on ait des solutions de rechange, parce que ça veut dire que de toute manière, si on a des pénuries, c'est la catastrophe, c'est des millions d'emplois détruits dans chaque pays européen. Très clairement, c'est ce qu'ont dit les grands patrons allemands notamment, mais ils ont totalement raison. Mais ça va être des difficultés de déplacement, de chauffage, pour que les gens aillent à leur travail, aillent se chauffer. Ça va être des difficultés pour l'industrie en Europe qui va devenir non compétitive alors qu'on est dans un marché mondial ouvert. C'est ce qu'on a voulu. Et donc, si on a des prix d'énergie qui... Là, le gaz, par exemple, européen, vaut 4 ou 5 fois plus cher que le gaz américain. Mais il y a un mois de ça, il valait 15 fois plus cher. Donc, pour toutes les entreprises européennes qui travaillent avec du gaz, il y en a certaines qui en ont besoin, c'est une catastrophe, quoi. L'électricité aussi, avec le marché européen de l'électricité, est en train de devenir hors de prix en Europe. Et même en France, ce qui n'a aucun sens, puisqu'on a de l'électricité pas chère, produit pas cher avec le nucléaire. Voilà, donc toute cette augmentation de l'énergie va poser des problèmes absolument considérables à l'économie européenne. Et s'ils vont au bout, c'est la ruine pour l'économie européenne. Donc, je pense qu'ils n'iront pas au bout avec le gaz, quoi. Il faut juste espérer que Poutine ne s'énerve pas et que c'est finalement pas lui qui décide de couper les valves, comme on dit. Ouais, parce que le méchant Poutine, effectivement, on n'arrête pas de lui dire, bon, bah, en fait, on ne va plus vouloir de votre gaz, de votre pétrole, de votre charbon, mais lui, il regarde passif et il accepte passivement cela. Alors qu'effectivement, il aurait pu, tant mieux pour nous, il aurait pu couper les vannes. La Russie ne l'a jamais fait, même au pire moment de la guerre froide. C'est vrai. La Russie veut être un fournisseur sérieux d'énergie. Nous, on n'est pas franchement un importateur sérieux par rapport à cela. De toute manière, vu la rareté en fait, de l'énergie dans le monde, finalement, les Russes, ils arriveront à le revendre à la Chine de toute manière, ou à d'autres pays, et à l'Inde qui la vaudront. Et nous, on achètera à l'inverse. Via les BRICS, donc les pays émergents, hein, pour bien comprendre, ils ont signé déjà plusieurs accords. Hein. Donc, exactement. Ils sont en train de signer des accords pour reprendre l'énergie que nous, on ne veut plus. Mais nous, on va devoir la racheter plus cher ailleurs. Mais finalement, les Russes arriveront toujours à vendre leur énergie de toute manière. Donc, en fait, on fera pas mal aux Russes. Comme vous disiez, Bruno Le Maire avait dit on va mettre l'économie russe à genoux. Et en fait, ils sont juste en train de mettre l'économie occidentale à genoux. Et voilà le niveau de compétence de nos dirigeants. Et je vous assure que c'est pas exprès parce qu'ils savent que derrière, ils vont avoir des vrais problèmes à gérer. Des vrais problèmes économiques, des vrais problèmes sociaux, même des problèmes à court terme sur l'élection de Macron, sur l'élection des députés. Ça continue comme ça. Les mauvaises nouvelles, Macron aura-t-il sa majorité? Bon, je pense que oui, mais ça devient de plus en plus risqué pour lui avec toutes les mauvaises choses qui s'accumulent. Voilà, donc c'est un peu catastrophique. Et le pire, c'est que on savait ça fait longtemps qu'on sait qu'il fallait produire beaucoup plus d'énergie, que le pétrole se raréfiait. Il y a énormément de gens qui ont prévenu. Il y a même récemment des gens du pétrole, des grands professionnels du pétrole qui ont prévenu il y a 1 an et demi dans des journaux belges, hein, qui sont l'Écho belge, qui ont expliqué que le pic pétrolier arrivait et que ça se prépare sur 10, 15, 20 ans. Voilà. Et donc, il fallait faire quelque chose. Imaginez, en fait, avant, on était capable de faire plein de choses. Vous voyez, quand il y avait le gaullisme et une vision nationale, on était capable en France de dire, bon, bah, l'électricité, on la produit uniquement à partir de fioul et de charbon. Allez, en 15 ans, on va passer massivement au nucléaire. Quasiment majoritairement, enfin à 75% nucléaire. C'est ce que la France de Gaulle savait faire et la France, un peu après de Gaulle, savait faire. Aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on nous dit qu'il faut avoir une énergie moins carbonée et on est incapable de bouger, quoi. On va à une vitesse d'escargot. Vous voyez la différence entre la planification, une économie où on travaille entre le public, l'État et les entreprises privées intelligemment sur le long terme avec des programmes bien financés sur le long terme, on peut faire des choses extraordinaires. Et là, on n'a rien fait. Voilà. Et alors qu'il y a un vrai boulot à faire, il faut produire massivement de l'énergie. Moi, je pense qu'il faut plutôt de l'énergie nucléaire pour tout un tas de raisons. On peut mettre en appoint du solaire et de l'éolien. Pourquoi pas un référendum, d'ailleurs, sur ce sujet pour savoir quel doit être notre mix énergétique. Est-ce qu'on fait que du nucléaire, que du solaire et de l'éolien, un mix des trois et de quelle manière? Il faut produire à fond des pompes à chaleur qui durent longtemps pour qu'elles soient fiables, qu'on consomme moins d'énergie en France, que les factures s'allègent. Mais il faut que ces pompes elles soient garanties 15 ans par le constructeur au moins, pour qu'elles durent 20 ans en réalité, pour que les gens soient tranquilles. Il faut mettre en place des trains à hydrogène. On sait faire des trains à hydrogène en France.
on sait faire de l'hydrogène, on a les entreprises qui le font, plein d'entreprises françaises, à partir d'électricité. On a Alstom qui sait fabriquer des trains à hydrogène. On devrait aller à fond là-dedans. Ça créerait de la croissance économique, de la croissance en plus écologique, en polluant moins. Il faut aller à fond vers l'avion à hydrogène, vers la voiture à hydrogène et électrique, à voir si on fait le mix des deux ou pas. Et donc, on a tout ce qu'il faut pour faire de la croissance, tout ce qu'il faut pour donner le sourire à la jeune génération, en disant, voilà, les beaux projets qu'on a à construire, maintenant, retroussez-vous les manches, vous aurez un job bien payé et on a ça à faire. Et malheureusement, on n'a pas les gens qui ont cette vision au pouvoir et ils veulent tout faire par le marché, ça ne fonctionne pas. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Alors, ça ne sera pas la vidéo la plus optimiste que j'ai pu tourner, mais malheureusement, c'est le réel qui nous attend. Vraiment, je conseille à tout le monde de lire comment réaliser la transition écologique. C'est justement de ce qu'on vient de parler ensemble. C'est extrêmement intéressant comment ça peut créer énormément d'emplois, renforcer la souveraineté de la France. C'est extrêmement intéressant, notamment sur l'hydrogène. Moi, c'est un point qui met à cœur. Je pense qu'on devrait, en plus, la France a toutes les compétences pour être un leader dans ce domaine-là, et vous le démontrez dans votre livre. Oui, tout à fait. Et votre dernier livre, Sortir du capitalisme du désastre, les deux, je le rappelle, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Philippe Murer, encore une fois, merci. Je invite tout le monde à vous suivre sur Twitter. Vous mettez énormément d'informations. Donc, allez-y, suivez Philippe Murer sur Twitter. Merci encore. Merci beaucoup. Et après, je pense franchement qu'on va vers l'effondrement économique de la France et l'effondrement plus global de la France, mais qu'en fait, c'est aux citoyens à prendre leur destin en main, à se réinformer et à aller faire de la politique pour changer leur destin collectif. Voilà, il n'y a pas de choix. L'individualisme forcené, ce sera des sangs et des larmes. Maintenant, il faut se bouger pour retrouver du collectif et nous en sortir. Et là, l'avenir de la France sera brillant. Bien sûr, et j'ai pu constater, même si c'est peu, une force vive. Moi, j'ai pu constater, j'ai participé à toutes les manifestations pour les libertés, et il y a quand même un sursaut, il y a quand même des gens prêts à se battre, donc il faut rester optimiste le plus possible. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée. Merci.